Vous avez choisi la bonne fréquence. Germaine. Fréquence Média sur Germaine. Bienvenue dans Fréquence Média, saison 1, épisode 3. Au sommaire de cette émission, notre invitée est Sonia De Villers, la Madame Média de France Inter depuis 2014. Elle a su imposer sa patte. Bonjour Sonia. Vous savez ce qu'elle vous dit, la Madame. Nous reviendrons aussi sur mon ambition intime sur M6, émission de confidence des politiques de Karine Le Marchand. C'est au programme de Retour sur Fréquence et de Ça n'engage que Louis. Le débat sera consacré aux émissions culturelles, stupéfiants, pop-up, drôle d'endroit pour une rencontre. L'offre d'émissions culturelles s'est renouvelée en cette saison. Qu'en pense l'équipe de Fréquence Média? Pourquoi n'y a-t-il pas de culture à l'heure de grande écoute? Ils vous le diront tout. La team média est composée aujourd'hui de Louis et d'Élise. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Réagissez, #FMédia. Fréquence Média. On rentre directement dans le vif du sujet cette semaine. Notre invitée a un parcours un peu atypique. Après une Hippocagne, une fac de philo spécialisée en esthétique, elle démarre sa thèse, s'inscrit pour l'agrégation mais ne la passe pas. Elle rentre au service culture puis médias du Figaro où elle s'occupe des grands groupes de communication pendant 10 ans. Repérée en 2005 par Isabelle Giordano, elle intègre l'équipe de service public sur France Inter et il parle conso, société et économie. En 2011, la direction d'Interview confie une émission estivale, Le Grand Bain, pendant les étés 2011 à 2014, mais aussi en hebdo pendant les saisons 2012 à 2014. À la rentrée 2014, elle replonge dans le grand bain des médias avec l'Instant M, l'émission média de France Inter de 9h40 à 10h, et avec l'Instant Télé à 6h52, Sonia De Villers est dans Fréquence Média cette semaine. Première question, est-ce que traiter de médias sur France Inter, c'est différent que de le traiter sur Europe 1 ou RTL ? C'est très différent. C'est très différent parce que France Inter, c'est le service public, d'abord, que France Inter vient à peine de s'ouvrir à la publicité, mais laisse une immense marge de liberté, si ce n'est totale liberté par rapport au pouvoir économique que sont nos quelques annonceurs, une immense marge de liberté, si ce n'est une entière liberté, par rapport aux enjeux qui sont les nôtres en tant que médias. Donc oui, c'est extrêmement différent. Je ne suis pas le bras armé de ma radio en matière de communication et d'investigation dans les médias, comme l'est le grand direct d'Europe 1 pour Europe 1, ou comme le sont les émissions d'RTL sur RTL. Ce qui fait que vous pouvez recevoir des concurrents d'Europe 1, d'RTL. Alors je reçois avec pareil une entière liberté beaucoup d'animateurs d'Europe 1 et d'RTL, et pour cause, la grande tradition dans les radios privées, c'est de signer des contrats avec des gens qui sont des figures de la télévision. Donc comme je reçois des figures de la télévision, je les reçois aussi parce qu'ils sont animateurs sur RMC, sur RTL, sur Europe 1. Mais du coup, je reçois aussi, ça m'est arrivé, Nagui ou Léa Salamé, ça m'est arrivé d'accueillir par exemple le médiateur des antennes de Radio France qui interroge et qui questionne les animateurs et les voix et les journalistes de France Inter sur leur travail. Très souvent, vous prenez un pas de côté, j'ai envie de dire, dans l'actualité des médias. Moins collé à l'actu qui tombe au jour le jour, assez souvent dans le décryptage des phénomènes plus globaux dans les médias. La concentration des médias, dernièrement le traitement médiatique aux États-Unis des élections américaines. C'est aussi une volonté que vous avez d'être moins collé à cette actualité chaude et brûlante? Je vous dis les choses comme je pense. Il y a bien deux expressions que je déteste cordialement, c'est le pas de côté et le décryptage, et je fais tout ce que je peux pour ne jamais les utiliser. Le pas de côté, je vous dis pourquoi, c'est parce que tout le monde présente aujourd'hui son émission comme faisant un pas de côté. Ça devient complètement délirant. Thomas Touroud, il va faire un pas de côté, Bertrand Chameroy, il va faire un pas de côté, Karim Rissouli sur France 5, il va faire un pas de côté. Tout le monde fait des pas de côté et on se demande à côté de quoi, parce que plus personne n'est dedans. Alors moi, je vais vous dire un truc, je pense qu'au contraire, je suis dedans. Et que j'essaye de pas faire une émission pleine de Mickey, de gadgets et de machins à la mode. J'essaye d'être dans des sujets de fond et d'aller jusqu'au fond, et j'ai aucun problème avec ça, j'ai pas envie de faire là. Par ailleurs, je ne fais pas de décryptage parce que je pense que les médias ne sont pas cryptés. Je pense qu'il n'y a rien de crypté dans cette affaire. Je pense qu'il y a des choses à apprendre pour nos auditeurs, notamment quand vous parlez de concentration des médias. Il y a beaucoup de choses à apprendre et à comprendre. Qui aujourd'hui rachète les médias français à tour de bras depuis quelques années, parce que c'est un tournant historique. Je pense qu'il y a des choses à apprendre, à comprendre. Je pense qu'il faut informer, réfléchir, analyser, mais pas décrypter. Vous avez aussi installé un ton à la tête de cette émission, une patte Sonia De Villers. On parle rarement des audiences dans l'Instant M. Jamais. Le contenu, rien que le contenu. Toujours le contenu. Alors, je vais être extrêmement honnête avec vous.
au début, on ne parlait pas des audiences parce que j'avais pas le droit et pas les moyens financiers d'en parler. Est-ce que vous savez combien coûte un abonnement à Médiamétrie Une blinde. pour l'année? Une blinde, ça veut dire 8 000 €. 8 000 €, c'est quasi l'argent que la radio pourrait m'accorder pour avoir un assistant, par exemple. Donc voilà, ça coûte extrêmement cher. Donc il y a un arbitrage qui a été fait par ma direction et je les comprends parfaitement en disant 8 000 € pour pouvoir donner les chiffres des audiences Médiamétrie tous les matins, c'est non. À partir de ce moment-là, j'ai réfléchi et j'ai dit, puisque j'ai pas les moyens financiers de le faire, et comme de toute façon, j'avais pas l'intention de donner des chiffres tous les jours et que ça soit l'axe et le socle de mes interviews, on va aller là où ça nous intéresse, c'est-à-dire on va se demander comment, à travers les médias, on peut analyser notre époque. Et que racontent les médias? Quelles chambres d'écho ils sont pour parler de notre époque? Et si vous parlez des chiffres, vous parlez pas de l'époque, vous parlez pas de politique, vous parlez pas de finance, vous parlez pas d'économie, vous parlez pas de culture. Et c'est tout ça qui est intéressant dans une émission média. Si c'est pour les parler des chiffres, aucun intérêt. Vous avez aussi aucune peur de dire qu'il n'y a rien à la télé ce soir? Oui, et qu'il faut reprendre un bouquin. Aucune peur de dire que vous vous êtes trompé. On écoute 2-3 extraits choisis de l'instant M et de l'instant télé. Or, vous qui êtes déjà dans la bagnole à cette heure-là, vous savez comme moi que le réveil qui sonne tous les matins à 5h15, il y a un moment où ça vous pète le cerveau. Et quand vous découvrez en plus que cette semaine, il n'y a rien à la télé, c'est ça. Des programmes d'une incommensurable pauvreté qu'il va falloir envers et contre tout chroniquer, je me suis dit que c'était le bon moment pour me faire virer. De toute façon, pour de vrai, la télé, je la regarde jamais. Est-ce que ça va mieux ce matin, Sonia? Requinqué. Bon, tant mieux. Totalement requinqué, merci. Alors, 1, vous ne m'avez pas viré, ça c'est classe. 2, le directeur des programmes a bien rigolé. Bon. Preuve que vraiment personne ne me prend au sérieux dans cette baraque, ce qui est quand même un problème. BFM vous a pris au sérieux. Merci surtout du fond du cœur à BFM TV qui a déclenché l'alerte rouge hier avec ce titre, je vous jure, Breaking News. Quand la chroniqueuse télé de France Inter avoue ne jamais regarder la télévision. Voilà, d'abord j'ai interviewé Yann Barthès jeudi dernier dans ma toute petite émission de 9h40, l'Instant M. J'étais sauvagement intimidée, je croyais voir débarquer l'animateur triomphant du petit journal de Canal, gonflé aux stéroïdes du succès, dopé à l'hélium d'un humour très décontracté. Et j'ai vu arriver un garçon frêle, basket et sac à dos à palmier, tremblant, terrassé à l'idée d'être interviewé. Bref, les questions ressemblaient à des attaques, les réponses à une défense bunkerisée. Comment vous dire, Eric ? Ça a foiré. Ça a complètement foiré, j'ai tout raté. Être dans cette transparence quasi totale avec l'auditeur, c'est important. Alors, en réalité, c'est important, c'est même assez naturel parce que je suis à cheval entre 2 exercices. Dans l'émission, je ne le fais pas. Dans l'émission, je suis dans un rôle d'intervieweuse, parfois d'éditorialiste, mais très très rarement. Donc je suis là pour d'abord donner la part belle à mon invité, lui laisser de la place, pas me mettre en scène moi, et essayer d'en tirer un maximum de choses intéressantes. En revanche, dans la chronique du matin, je suis ce qu'on appelle chroniqueuse. Et un bon chroniqueur, c'est quelqu'un qui tisse un lien très personnel avec les auditeurs. Donc forcément, il y a une immense part de subjectivité. Et évidemment, quand on traite la télé sur France Inter, c'est-à-dire quand on est la radio et qu'on dit ce soir, au lieu d'écouter la radio, vous allez regarder la télé, on se doit de le faire avec une entière honnêteté et avec, beaucoup de lucidité. Donc, après, est-ce que cette transparence, parce que je pense que le plus important pour un journaliste, c'est d'être droit dans ses bottes avant de faire sa com, est-ce qu'elle me sert? Oui et non. Oui, elle fait parler, souvent, et parfois, elle se retourne contre moi. Donc, quand il y a un jour, j'ai dit... Mais c'était une énorme déconnade. Oui. J'ai dit, j'en peux plus. J'ai qu'une envie aujourd'hui, c'est de me faire virer. De toute façon, la télé, c'est à chier, je la regarde jamais. En plus, la chronique était vraiment sur ce ton-là. Mais voilà. Et résultat, ça a fait des breaking news sur le site de Jean-Marc Morandini, sur RMC, sur BFM, etc. Et aujourd'hui encore, un journaliste des Inrocks qui est venu m'interviewer il y a pas longtemps, il m'a dit, mais de toute façon, la télé, vous la regardez jamais. Je lui dis, mais espèce de crétin, j'ai dû mettre en boîte 600 émissions qui parlent de la télé. Forcément, j'ai tout vu ce dont je parle. Mais voilà. Faire attention à ce qu'on dit quand même. Alors, on va en profiter que vous êtes là pour faire un petit bilan de cette rentrée. J'ai choisi 4 thèmes d'actualité. La grève à iTélé, qu'est-ce que vous en pensez ?
La grève à iTélé, elle est de toute façon extrêmement symptomatique d'un phénomène beaucoup plus global et général. Vous le disiez tout à l'heure, la concentration des médias, c'est quelque chose d'historique. En France, ce sont des grands capitaines d'industrie qui rachètent tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part la Croix et l'Humanité qui est en train de mourir, il faut vraiment le savoir, il ne reste plus de quotidiens nationaux indépendants. Donc vraiment, il se passe quelque chose de très important. Après, quand on rachète une chaîne, on en fait ce qu'on veut, évidemment, puisque elle vous appartient. Le problème, c'est qu'il y a quelques règles dans le journalisme qui font que le journaliste peut rester une parole crédible. Et ça, c'est absolument primordial. Et c'est ce qu'est en train de fouler aux pieds de manière extrêmement cynique et extrêmement brutale Vincent Bolloré avec la rédaction d'ITélé. C'est-à-dire qu'il est en train de saccager la crédibilité de cette chaîne. Et c'est pas n'importe quelle chaîne. C'est pas W9, c'est pas TMC. C'est une chaîne d'information. Donc c'est toute la crédibilité, la déontologie de l'information qu'on est en train de fouler aux pieds. Donc oui, c'est très grave. Les après-midi de France 2, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors, des émissions en question, pas grand-chose. Pour tout vous dire, je pense que la grande folie dans cette histoire, c'est d'avoir remanié 4 heures de programme d'un seul coup. C'est gigantesque, c'est extrêmement risqué. Et moi, je vous conseille de lire le petit livre de Bruno Patino, qui est quelqu'un dont vous avez sûrement entendu parler. C'était l'ancien numéro 2 de France Télévisions. C'est aujourd'hui le directeur éditorial d'Arte France. Il explique très bien pourquoi il y a eu un drame au moment où ils ont voulu mettre Sophie Aram à 18h sur France 2. C'est-à-dire que c'est pile l'heure où les téléspectateurs sont les plus âgés. Et donc, c'est pile l'heure où c'est extrêmement difficile de leur faire changer les habitudes. Déjà, c'est très difficile de faire changer les habitudes à des auditeurs et des téléspectateurs, mais d'autant plus quand ils sont plus âgés. Alors, imaginez à l'heure de Frédéric Lopez et de Stéphane Bern ce que ça veut dire. Quotidien avec Yann Barthès. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je trouve que Yann Barthès fait un travail absolument remarquable. C'est pour ça que je m'en suis énormément voulu d'avoir complètement foiré cette interview. Oui, Yann Barthès fait un travail absolument remarquable. Oui, Yann Barthès fait avancer la télévision. Vraiment, il l'a fait avancer. C'est-à-dire, il l'a fait avancer dans la forme, il l'a fait avancer en matière de génération, parce qu'il est le seul à mettre à l'antenne des gens qui ont votre âge, à les faire avancer, à les faire progresser, à les faire rentrer ensuite dans le paysage audiovisuel. Même les téléspectateurs qui sont là dans le public sont choisis parce qu'ils sont jeunes. Donc il y a un moment, tout ça peut s'appeler du jeunisme, il y a un moment, ça veut dire aussi faire rajeunir la génération télé. Et quand on voit la difficulté que c'est à France Télévisions, on sait que c'était une gageure. Et par ailleurs, je trouve que c'est une émission engagée et qui s'engage sur des causes justes et qu'il fait avec beaucoup d'intelligence. Donc oui, c'est un excellent travail. On va faire une petite pause musicale. Votre choix musical, Sonia De Villers. Voilà, alors, comment dire ? C'est ce que d'aucuns qualifieraient du pire, c'est du disco italien, ça s'appelle La Felicita. Évidemment, vous écoutez ça, vous êtes heureux pour la journée, pour la semaine, et puis après, vous l'avez en tête nuit et jour. Pourquoi est-ce que je vous le mets ici ? C'est parce que c'est précisément ce à quoi j'ai pas droit sur France Inter. Vous voyez ? Parce que sur France Inter, on a des programmateurs qui sont extrêmement talentueux. Il n'y a pas qu'une ligne éditoriale journalistique à France Inter. Il y a une vraie ligne éditoriale musicale et qui est sans doute une des meilleures en France. Mais du coup, nous, quand on a des petites crises de mauvais goût ou des petites chansons qu'on aime, vous croyez qu'on peut les mettre à l'antenne ? Eh ben non, jamais. Donc allez hop, c'est pour Germaine. Louis a regardé dimanche dernier Mon ambition intime sur M6. Qu'est-ce qu'il y a, Louis ? Tu as l'air tout triste. Et oui, Maxime, j'ai été bouleversé par l'émission du 9 octobre dernier. C'est vrai, Karine Le Marchand m'a ému, ses invités m'ont touché. Des récits poignants, des personnalités riches. Ambition intime a clarifié des choses pour beaucoup de Français. D'abord, on a appris que ceux qui veulent s'entretuer pour devenir président de la République ont en réalité un cœur gros comme ça. On a appris que leur vie était dure, triste et tragique. La production de M6 nous a permis d'assister à des scènes peu commodes. Entre une tentative de suicide félin sur la table de Bruno Le Maire, l'aveu par Marine Le Pen d'envoi de sextos floraux avec un de ses potes, l'amour de la famille Montebourg pour le saucisson en général et la rosette en particulier, j'ai eu ma dose. Alors je passe sur la musique toujours poignante et au moment des blagounettes de Karine Le Marchand que j'ai sincèrement apprécié par ailleurs, pour en venir sur le vrai point de l'émission. Scoop, alerte générale, branle-bas de combat, révélation du siècle, tiens-toi bien Maxime, c'est du lourd. Du lourd ? Du très lourd, oui. On en a appris une belle. Marine Le Pen est humaine. Elle a une vie comme nous, des sentiments comme nous. Elle ne mange pas d'enfants au petit déjeuner. Nul autodafé, nulle bastonnade, nulle arme de guerre, nul étendard vindicatif. Que des fleurs, du récit tragique et du vin blanc.
Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il en restera toujours pour penser que le diable s'habille en Zara. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'émission, Sonia De Villers? Alors, moi je l'ai trouvée extrêmement bien faite et extrêmement bien produite. Je trouve qu'on s'y ennuie pas. Je trouve que Karine Le Marchand elle est parfaite dans son rôle. Ça, je suis d'accord avec Louis. Je trouve que c'est un mélange absolument passionnant. C'est-à-dire, c'est un objet cathodique qui raconte beaucoup de notre époque, qui raconte de la télévision, qui raconte de la politique. Le résultat est désastreux. C'est une catastrophe. C'est d'autant plus une catastrophe qu'on est en année électorale. Donc, ce type de programme compte et pèse sur la démarche électorale et citoyenne des Français. Moi, voir quelqu'un écouter Nicolas Sarkozy pleurer quand il parle de Jacques Chirac, l'appeler mon père, mon frère, mon mentor, mon oncle, mon grand-père, l'homme de ma vie, et n'avoir personne en face qui simplement lui fasse remarquer qu'il y en a un au monde qu'il a trahi comme personne, c'est Nicolas Sarkozy. C'est absolument impossible à avaler. Voilà. On passe au débat. Fréquence Média. Sur Germaine. Le générique que vous entendez est celui d'Apostrophe, l'émission littéraire de Bernard Pivot, diffusée entre 1975 et 1990 à 21h30. Le Grand Échiquier de Jacques Chancel était lui diffusé à 20h30. Aujourd'hui, les émissions culturelles sont souvent reléguées en fond de grille après 23h. Des émissions culturelles qui ont vu cette année un renouvellement de fond en comble. Stupéfiant avec Léa Salamé, Pop-up avec Audrey Pulvar, Drôle d'endroit pour une rencontre avec Nicolas Demorand. La culture à la télévision, c'est notre débat du jour. Et on va débuter par Stupéfiant, présenté par Léa Salamé, produit par Laurent Bon, la boîte de production de Yann Barthès Bangoumi. Est-ce que vous avez regardé? Qu'est-ce que vous en avez pensé, Élise? Alors oui, j'ai regardé cette émission qui a été programmée à 22h40. Un horaire difficile, d'autant plus difficile que... Léa Salamé avait expliqué que la culture à la télévision, ça ne marchait pas forcément, mais elle a pris ça comme un défi et j'ai trouvé personnellement que le défi avait été particulièrement bien relevé. C'est un sommaire audacieux qu'elle nous propose. Elle offre un véritable regard mordant sur l'actualité culturelle et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant à regarder. Sonia? Sur Stupéfiant, c'est très bien fait, oui, c'est de la télé très très bien faite. Et puis après, c'est marrant parce qu'en réalité, c'est de la télé qui a été montrée à personne avant sa diffusion. Donc en réalité, personne s'attendait à ce que ça soit ça. Et c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Voilà. J'ai trouvé qu'il y avait quand même un petit côté du supplément de Canal. Il y a la patte de Laurent Bon, qui est le producteur à la fois de l'ancien supplément et de quotidien. Mais c'est surtout, il y a quelque chose de... qu'on peut aller chercher dans Envoyé spécial, dans Capital. Il y a une vraie façon de prendre à bras le corps le marché, les enjeux économiques de la culture, de les mélanger, d'interviewer des artistes sans nécessairement ne leur poser que des questions sur la culture. Donc on ne s'attendait absolument pas à ça et ça, on l'a découvert à l'antenne. Louis? Puisqu'il faut parler de ça, je reviens sur l'interview formidable d'Alain Delon, qui a été ramené sur l'île en Sicile, où il avait tourné Le Guépard, et j'ai trouvé cette interview extrêmement émouvante, où on voit un vieux lion revenir sur les traces de ses exploits passés, et annoncer qu'il voterait pour Alain Juppé, et non pas pour Nicolas Sarkozy, comme on aurait pu s'y attendre. Et j'ai bien aimé la patte de l'émission, un peu sophistiquée, qui cherche des longues enquêtes, surtout sur la couleur du noir absolu acheté par... Anish Kapoor, donc c'est un gros plus, une émission de grande qualité et que je regarderai certainement encore lors de cette prochaine diffusion. J'ai parlé de 2 autres programmes, Drôle d'endroit pour une rencontre et Pop-up. Un petit avis sur ces 2 émissions, Louis? Je veux dire, on voit que c'est sur C8, Pop-up, et Audrey Pulvar est absolument sublime comme d'habitude. C'est une émission qui complète bien celle de Léa Salamé, son ton un petit peu plus populaire entre guillemets sur le pop-art, comme le nom de l'émission le laissa à penser. Et je trouvais ça très très sympathique. Ça complète bien ce qui existe déjà.
Sonia? Alors Pop-up, je l'ai pas vu encore. Drôle d'endroit pour une rencontre. Je peux vous en parler. C'est tout l'inverse de Stupéfiant. C'est-à-dire la mise en scène est assez ratée, à mon avis. Il fait beaucoup trop nuit et c'est beaucoup trop sombre dans cette émission. Les interviews sont beaucoup trop statiques. Maintenant, les interviews, elles sont de très haut niveau. Elles sont de très très belle qualité. C'est des beaux morceaux d'entretien avec des artistes et avec des intellectuels. Alors, ces programmes ont un point commun, c'est leur horaire peu accessible, on va dire. Respectivement, le mercredi 22h45 pour Stupéfiant, le samedi à 11h pour Pop-up et le vendredi à 23h pour Nicolas Demorand. Compliqué d'imposer des émissions sur ces tranches compliquées et surtout sur lesquelles toutes les émissions culturelles se sont déjà cassées les dents. La moyenne de durée d'une émission culturelle à la télévision depuis 10 ans, c'est 1 an et demi. La grande librairie est entrée libre sur France 5, faisant office de dinosaures du haut de leurs 8 et 5 ans. Pourtant, par exemple, les grandes soirées de théâtre sur France 2, héritières de Feu au théâtre ce soir de Pierre Sabat, fonctionnent plutôt bien. La culture à 21h, est-ce que ça peut fonctionner, Sonia? Alors, la culture à 21h, c'est un super vieux débat. Ceci dit, je vous rappelle quand même que France 3 a fait des tentatives et France 2 aussi l'année dernière en réanimant un genre de grand échiquier avec Anne Sinclair consacré à l'opéra. C'était du prime time que France 2 en fait va piocher dans les codes de la télé-réalité pour prendre des jeunes enfants, leur faire de la musique classique et avec Marianne James et ça fait des prime time, etc. Globalement, aujourd'hui, la télé a renoncé. En prime time, on fait du grand spectacle ou alors on fait de l'info pure et dure, du magazine, mais on fait pas ça. Moi, je trouve que ce qui est très frappant, c'est que toutes ces émissions, elles ont un autre point commun qui est pas celui-ci, c'est qu'elles sont toutes présentées par des journalistes qui sont pas nécessairement des journalistes culture. Alors, c'est mon camarade Augustin Trapenard, parce que dans le grand renouveau des émissions culture, vous pouvez citer aussi 21 cm, très bonne émission littéraire sur Canal, Le Cercle, etc., dont il s'occupe. Alors, c'est mon camarade Augustin Trapenard qui a lancé le débat dans les pages du Téléops. Il l'a lancé un peu de manière provoque et maladroite, en disant, regardez, c'est Léa Salamé, c'est Nicolas Demorand qui prennent ces émissions, le journalisme culture est méprisé. Alors, est-ce que le journalisme culturel est méprisé? Moi, je ne crois pas, mais je pense que s'il le fait mal, en réalité, il pose une assez bonne question. C'est-à-dire que oui, Léa Salamé, c'est le visage de la politique sur France 2, c'est le 7h50 de France Inter. Nicolas Demorand, c'est un ancien présentateur de matinale. Il fait l'émission aussi politique sur Inter. Ça n'enlève rien au fait qu'il soit agrégé normalien, donc de très haut niveau. Audrey Pulvar, elle fait de la politique sur iTélé. Alors oui, elle a été la patronne des Inrocks, un magazine culturel, mais regardez à qui on a donné entrée libre sur France 5, à Claire Chazal. Voilà. Donc ça pose une vraie bonne question. Je pense pas que le journalisme culturel soit méprisé. Je pense qu'en fait la culture n'est plus considérée comme un lieu sanctuarisé et réservé à des spécialistes par les gens de télévision. Et en même temps, ce qui peut être une bonne chose, hein, ça fait stupéfiant, c'est-à-dire ça fait un magazine culturel comme on l'aurait pas imaginé, qui emprunte au code du magazine d'investigation, du magazine économique, etc. Ceci dit, imaginez juste la chose inverse. Est-ce que, à votre avis, un patron de chaîne de télévision confierait l'émission politique à un journaliste de cinéma, à un journaliste littéraire ou à un chroniqueur culturel? Ça semble assez improbable. Voilà. Votre avis, les amis? Oui, c'est des choix de présentateurs assez paradoxaux par rapport au contenu de l'émission. C'est pas des gens qui sont spécialisés dans la culture, mais je pense que ça peut être aussi un moyen d'attirer un public qui à l'origine ne se serait pas particulièrement intéressé à des émissions culturelles. Peut-être que Léa Salamé a un public beaucoup plus large que celui qui s'intéresserait à la culture. Donc je pense que ça peut être aussi un moyen d'attirer de nouveaux téléspectateurs. C'est exactement ça. C'est l'idée de se dire que la culture n'est pas une case à part, en dehors et endormie. C'est qu'elle fait pleinement partie du flux de l'actualité de la société contemporaine et que les visages qui vont la présenter, les voix qui vont en parler, sont ceux qui parlent aussi de politique, de société, du quotidien, de la proximité, etc. Eh ben, on va finir sur ça, je crois. C'est déjà terminé, c'est trop court. C'est déjà la fin de Fréquence Média. Merci aux équipes qui m'ont aidé à préparer cette émission, à Charles à la mise en onde. Merci à vous, Sonia Devillers. Merci à vous tous d'être venus sur ce plateau. Si vous prenez des vacances, bonnes vacances à vous. Germaine, elle, ne prend pas de vacances. Fréquence Média revient dans 2 semaines pour une spéciale élection américaine. Et la semaine prochaine, Léa sera au rendez-vous de scène parisienne. Restez bien calés sur Germaine. Vous avez choisi la bonne fréquence. Fréquence Média.